pour ce 5e épisode de notre web-série Retour vers le futur du travail. On est aujourd'hui de nouveau à l'Orangerie, un lieu qu'on connaît bien puisqu'on a eu 2 épisodes ici qu'on a pu tourner grâce à Thierry. Donc on est parti ensemble pour les habitués, vous le savez, pour à peu près 45-50 minutes sur une thématique qui va nous être présentée par notre experte du jour, Jennifer. Donc, on va ensemble aujourd'hui se questionner sur la place de l'équilibre physique et mental dans nos organisations de demain. Comme à chaque fois, je vais quand même réexpliquer pour ceux qui arriveraient pour la première fois. On va se projeter en 2030, on va partir en 2030 ensemble. Et Jennifer va nous donner un petit peu son éclairage par rapport à cette question-là, sa projection sur 2030. Et puis après, on va revenir en 2022 et on va un petit peu échanger sur cette thématique-là par rapport aux enjeux, à notre contexte actuel. Donc, on va vous demander de bien sûr évidemment couper caméra et micro, mais je crois que c'est pour tout le monde déjà fait, puisqu'on a un enregistrement qui est en cours. Il y aura un replay qui sera disponible. Et puis, on va à 2 moments vous solliciter via un petit questionnaire dans le chat. On va venir vous solliciter sur votre positionnement sur 2 questions. Et puis, on vous laissera, si vous le souhaitez, pouvoir aussi interagir dans le chat sur Teams. Je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, nous avons l'homme de l'ombre que vous ne voyez pas, qui est Sofiane Krifa, qui est juste derrière. Et grâce à lui, rien ne serait possible. Donc, on le remercie. Et puis, je vais passer la parole à Thierry qui va nous introduire cette thématique. Merci Fanny, bonjour à tous. Alors, j'allais dire Fanny, il était temps qu'on parle enfin de la place de l'homme et de la femme, bien sûr, dans notre série, dans notre web-série. Alors, rappel rapide des épisodes précédents, on est à la recherche des nouvelles formes de travail en 2030, donc dans le futur, et puis aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, on a voyagé ensemble dans les nouveaux espaces de travail. On a voyagé ensemble dans les nouvelles formes d'organisation, beaucoup plus ouvertes, collaboratives, coopératives. On a aussi voyagé ensemble dans le monde du digital de demain avec ses intérêts, ses risques, les nouvelles formes de travail, les nouvelles formes de management, évidemment. Et là, on se rapproche quand même un petit peu des dynamiques relationnelles. Et aujourd'hui, on va quand même s'intéresser à notre nouvelle forme à nous. J'allais dire, est-ce qu'on est en forme, est-ce qu'on va le rester, ça veut dire quoi, etc. Et notre guide aujourd'hui, c'est Jennifer. Donc, Jennifer, qui es-tu ? Alors, moi, je suis préparateur mental en technique d'optimisation du potentiel et j'ai été 5 ans dans les ressources humaines puisque j'étais recruteur pour ces organisations-là. Et du coup, aujourd'hui, individu, potentiel et performance, il y a un alignement qui peut se faire pour les organisations. Et tu as une expérience, je crois, dans un milieu aussi un peu particulièrement exposé, en tout cas, à ces sujets-là. Ça fait 12 ans que je suis dans l'armée aussi, donc aujourd'hui dans la réserve opérationnelle. Mais effectivement, c'est 12 ans que l'organisation qui est l'armée appelle du potentiel et notamment de l'humain, homme ou femme, c'est ce que tu disais, et qui fait écho aussi à toute forme d'organisation, puis peut-être l'entreprise, petite ou grande, etc., etc. Donc, problématique évidemment d'actualité avec à la fois ce qu'on vit, à la fois les injonctions paradoxales que peuvent rencontrer les collaborateurs dans les organisations. On va tout de suite, je crois, Fanny, prendre un peu, avant de se projeter dans le futur, voir un peu comment les uns et les autres vous positionnez par rapport à ce sujet. C'est le moment pour vous d'interagir à distance. On va partir ensemble sur 2030. Donc, on va vous demander donc, de vous positionner. Sofiane va vous partager donc, 4 options sur ce qui, pour vous, 2030, à quoi ressemblerait en tout cas 2030, selon vous. Alors, ça peut ressembler un petit peu à tout ça, mais on va quand même vous demander de vous positionner et de faire un choix entre ces 4 options. Option 1, l'intelligence artificielle sera prépondérante dans nos organisations. Option 2, on atteindra enfin l'équilibre vie pro, vie perso optimale qu'on attend tous. Option 3, les besoins de l'individu primeront sur le collectif. Et option 4, ça sera le chaos dans les organisations, dans nos organisations. Donc une vision un peu plus pessimiste de ce que pourrait être 2030. Donc dans le fil de commentaires, vous allez avoir un petit lien Forms qui va vous être envoyé en direct live, qui devra apparaître, et sur lequel vous allez pouvoir choisir donc, option 1, option 2, option 3, option 4. Ça va nous permettre de voir un petit peu là, par rapport au public d'aujourd'hui quelle
quelle est la tendance sur la manière dont vous vous projetez dans 8 ans maintenant, parce que 2030, ça paraît loin comme ça, mais en fait, 8 ans, ça va être là très rapidement. Et ça permettra de surtout un petit peu d'orienter son déroulé par rapport à cette prise de température. Alors, sur les premiers votes, où est-ce qu'on en est? On est plutôt sur l'option 2. Oui. L'option 1, l'option 2 qui ressort, donc la place de l'intelligence artificielle qui sera vraiment prépondérante, et l'équilibre vie pro, vie perso, enfin optimal. Une vision plutôt optimiste alors pour 2030. On a clôturé les votes, Sofiane, on est bon. Allez, on part plutôt sur voilà, une place de l'intelligence artificielle et un équilibre vie pro, vie perso pour 2030. Est-ce que c'est vers ça qu'on se projette? Est-ce que la technologie est compatible avec aussi l'équilibre personnel? Est-ce que c'est l'un contre l'autre? Effectivement, quand on parle de potentiel, de développement de performance et de préparation mentale, il y a toutes les études en neurosciences disent qu'il y a deux moyens de faire évoluer, d'aller plus vite, plus loin, plus fort, pour reprendre cette fameuse expression sportive, soit l'intelligence artificielle, soit la préparation mentale. Donc effectivement, intuitivement, vous voyez les deux. L'intelligence artificielle, on ne pourra pas faire sans de toute façon, parce que ça fait partie de notre quotidien et ça nous aide quand même pas mal. On sait qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore les 50 nouveaux métiers qui vont remplacer le paysage des ressources humaines d'ici quelques années. Mais on n'est pas obligé de tout subir. On a aussi, nous, une part de mise en œuvre. Et la préparation mentale pour pouvoir trouver cet équilibre pro et perso, il est tout à fait possible et envisageable. Et il est même d'ailleurs de plus en plus recherché, puisque nous, nos demandes qui nous sont faites sur de la formation ou des semaines QVT, c'est justement comment on peut permettre aux individus, comment les organisations peuvent soutenir les individus dans l'acquisition de ces outils en toute autonomie, en fait. Mais alors, j'allais faire, si on se projette en 2030, est-ce qu'on est dans un scénario un peu catastrophe avec des gens fatigués, avec des grandes démissions permanentes, avec des tiraillements du fait des fonctionnements hybrides, avec une vie personnelle qui se mélange à la vie professionnelle, avec des relations dégradées? Est-ce qu'on est un peu un carrefour actuellement? Est-ce que tu vois une vision de ce type-là, ou tu penses que l'homme et la femme ont suffisamment de ressources, j'allais dire, pour réinventer de nouvelles façons d'être, indépendamment de ce que tu vas nous présenter après derrière, de ce qu'on peut faire? Eh ben, déjà, ce que tu dis, on le voit déjà. Parce qu'on a déjà un petit peu des prémices de ces demandes-là. Nos salariés, aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont stressés. Le travail hybride, voilà, on voit encore des salariés qui quittent leur lieu de travail le jeudi pour aller faire du télétravail le vendredi, puis ils oublient le téléphone, ils oublient le câble pour charger l'ordinateur. Enfin, bon, ça met du stress, en fait. On pense qu'on allège. C'est ce qu'on disait aussi sur les distances. C'est génial, maintenant, on est tous accessibles partout dans le monde. On arrive à réduire les distances physiques, mais on crée de la distance interpersonnelle plus importante parce que l'ordinateur, voilà, on se voit pas, mais voilà, on crée de la distance. Donc moi, ce que je pense, c'est que la solution, elle vient d'une co-construction entre l'individu et l'organisation. L'individu doit prendre conscience qu'il y a des moyens de retrouver cet équilibre, et l'organisation peut soutenir ses salariés dans cette recherche d'optimisation du potentiel qui mène à la performance organisationnelle. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est quand même pas trop le sujet des organisations qui sont sur la performance, qui sont sur l'activité, le travail, et que c'est un peu aux individus, j'allais dire, de faire avec, soit de trouver eux-mêmes les ressources, soit un peu de subir. Tu penses qu'encore une fois, si on se projette à quelques années en arrière, on aura mis en place des dispositifs dans les organisations aussi importants que tout ce qu'on voit en termes de reporting, en termes de règles, de procédures? Est-ce qu'on aura des dispositifs un peu hard, j'allais dire, pour prendre soin de ses collaborateurs? Alors on y vient, on voit des grandes tendances de grands groupes qui commencent à prendre conscience qu'ils peuvent mettre en place des outils. Effectivement, aujourd'hui, la vraie tendance, la grosse tendance qu'on voit, c'est que l'individu va aller en externe, chercher des ressources pour les utiliser. Alors c'est une démarche individuelle. Le mieux, c'est toujours d'avoir une démarche collective parce qu'on va plus vite. Il y a des organisations qui en prennent conscience et qui forment tout leur personnel à la résilience, à des outils très simples, très opérationnels qui leur permettent. Enfin, je donne un exemple parce que là, comme ça, c'est pas très imageant, mais le coup de barre de 17h, quand on est vendredi au travail, on l'a tous vécu. Et souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est allez, on continue, on y va, on avance. Sauf que ce que je dis souvent, c'est il vaut mieux prendre 5 minutes pour se faire une méthode très courte
aller 30 secondes à 5 minutes de préparation mentale pour finir son travail en 2 heures efficacement qu'en 4 heures laborieusement. Et ça permet quoi? Ça permet déjà de rester optimal, performant pour ce qu'on a à faire, et surtout de rentrer, de faire des sas, de rentrer chez soi, et du coup d'être disponible pour sa vie de famille ensuite, et refaire un sas le dimanche soir pour être de nouveau disponible pour sa vie au travail. Aujourd'hui, le télétravail, ça a complètement décloisonné ces frontières, qui étaient plutôt saines. C'est pour ça qu'il y a énormément de salariés qui ont été en surmenage pendant ces périodes, à hyper surinvestir, mais surtout à plus savoir faire la frontière entre chez moi, le boulot. Le boulot, il est même là, il est dans le salon, hein. Le téléphone sonne, les enfants font les devoirs sur la table de la cuisine. Enfin, c'est un peu... tout se mélange, ces frontières. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir que le cerveau, le corps, il sache un peu faire la part des choses. Donc, tu es en train de nous dire qu'il y a des techniques simples, quotidiennes, et ça tu vas nous en parler, qui peuvent nous aider finalement tous par rapport à ces sujets-là. Mais encore une fois, si on se projette en 2030, moi ce que je constate, c'est que par exemple le système éducatif ne nous a pas du tout formés à ça. Voilà, il y a notre cerveau qui travaille, plus ou moins bien, que la place du corps, c'est s'il reste du temps pour faire du sport le soir. Est-ce que tu vois aussi, alors, de façon plus macro, une société qui a pris conscience et qui va évoluer par rapport à ça, ou est-ce qu'on reste dans le monde de l'entreprise et c'est à l'entreprise de trouver des dispositifs comment on se projette à 2030 par rapport à la place du corps et de tous ces éléments dans notre développement, j'allais dire. Alors, on est aux prémices aujourd'hui d'une société qui va éduquer ses enfants à l'équilibre mental et physique. Je pense notamment au TOP qu'on met en place, enfin TOP, une technique d'optimisation du potentiel qu'on met en place dans certaines écoles maternelles, primaires, collèges, lycées, jusqu'à la préparation de concours, d'examens, de permis de conduire aussi. Et donc, du coup, puisqu'on éduque ces enfants demain qui seront dans nos organisations, c'est déjà une voie d'entrée. Après, l'objectif, quand on veut faire un vrai changement, c'est d'attaquer sur plusieurs points d'entrée. Donc, nos enfants, c'est bien, c'est le futur. Mais on peut commencer déjà dans nos organisations actuelles, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs, hein, et on n'est pas obligé d'être que privé pour avoir accès à ces outils. On peut commencer à mettre en place ces outils, à condition que l'individu soit OK aussi. Parce que, voilà. Bien sûr, ouais. Donc il y a toute une pédagogie et un apprentissage de ce que ça signifie de façon non intrusive, de façon évidemment autonome. Donc il y a aussi un certain nombre de précautions, j'imagine, pour parler simplement de... Comment tu parles dans des environnements, toi, qui ne connaissent pas du tout ces sujets-là, comment tu l'introduis tout simplement? Alors moi, je dis souvent qu'il y a 2 pans. Il y a l'individu qui va reprendre un peu le contrôle, retrouver cet équilibre vie pro-perso, mais c'est lui qui a les outils, qui les gère en toute autonomie et selon ses besoins. Donc il y a une sorte d'écologie de lui-même. Et il y a l'organisation qui, elle, va prendre conscience que parfois, faire des réunions le vendredi à 20h ou à 18h, c'est peut-être pas forcément dans le respect de la chronobiologie de tout le monde. Et donc, du coup, il y a ce juste équilibre entre moi, comment je fonctionne, comment je fais pour bien me connaître, et l'organisation, quel est le meilleur, à quel moment mes salariés sont les plus performants, à quel moment je peux tirer le meilleur parti de mes salariés, et à quel moment, du coup, je positionne mes réunions ou mes décisions stratégiques pour faire alors sauf en situation de crise, bien sûr, mais comment je fais en sorte de prendre en compte cette chronobiologie de l'individu. Et peut-être dernière question par rapport à 2030, est-ce que tu vois apparaître du coup des fonctions particulières pour s'occuper de ces sujets? C'est à qui de prendre en compte ces sujets? Est-ce que c'est le DRH qui va de nouveau encore travailler là-dessus, ou est-ce qu'on a un health manager, manager de la santé, du bien-être, des fonctions de ce type-là qui vont apparaître? Je pense qu'en fait, c'est une co-construction. Les individus eux-mêmes doivent comprendre que c'est un peu aussi leur responsabilité. L'organisation peut l'accompagner. Après, les parties prenantes, c'est souvent les décideurs, hein, du coup, les chefs d'entreprise, les DRH, les responsables de formation. Oui, on va surtout jouer sur ces fonctions-là. Après, oui, c'est une vraie prise de conscience individuelle, déjà de se dire quel est mon état des lieux de moi-même? Est-ce que je suis dans la zone verte? Est-ce que je suis dans l'orange, dans le rouge? Si on est dans... Alors, ça n'empêche pas d'être dans le rouge de temps en temps. L'objectif, c'est de se fixer une limite de temps. J'accepte d'être dans le rouge pendant 2-3 semaines. Après, il faut que je sorte de cette zone rouge parce que si je suis trop longtemps dans cette zone rouge, je vais dans le burn-out, quoi. Et je sais que tu côtoies beaucoup le monde de la santé. Est-ce qu'il y a un rôle particulier aussi pour les acteurs de la santé sur cet accompagnement un peu spécifique, au-delà simplement des questions de maladie Alors, c'est vrai qu'on a un clivage, surtout en France, pas moins aux États-Unis et au Canada, et moins dans des secteurs comme l'armée, enfin les unités d'élite et le sport de haut niveau. Mais nous, en France, les acteurs de la santé sont beaucoup sur le corporel.
l'état de santé physique, est-ce que ça va? Et nous, l'école Blanc, on est beaucoup le mental, on est hyper orienté sur le mental. Et en fait, être performant, être dans l'optimum de son potentiel, c'est aligner le corps et le physique. Et ça, c'est hyper important. On n'en prend pas toujours conscience. On accepte aisément que dans le sport, souvent l'Euro de football qui a été un échec, les journalistes disent oui, ils n'avaient pas le mental, oui, ils n'avaient pas le physique. Et ben nous aussi, dans l'entreprise, parfois on a le mental et le physique ne suit pas, et vice-versa. Et sauf qu'être performance, c'est l'alignement des deux comme en sport de haut niveau en fait. Donc, on va peut-être revenir sur quand même la boîte noire, ouvrir cette boîte noire des tops, ce qui aurait peut-être permis au PSG de ne pas perdre. Je ne vais pas la louper celle-là parce qu'elle est tellement d'actualité. On passe du coup à ce qu'on peut mettre en place et à comprendre ce que sont ces techniques d'optimisation du potentiel. Tout à fait. Puis on pensera à leur envoyer le replay au PSG. Exactement. Donc, si on réatterrit un petit peu en 2022, donc aujourd'hui, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Là, on va rentrer sur cette question des tops, mais on va déjà un petit peu vous questionner, vous, comme ça, de manière intuitive. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous parmi ces grands éléments de l'écologie humaine, que vous devez, de manière déjà intuitivement, on a déjà connaissance, qu'est-ce qui est le plus important pour vous à préserver? C'est une réponse vraiment très, très personnelle, très subjective. Donc, option 1, est-ce que c'est le sommeil? Option 2, la motivation. Option 3, le sport. Et option 4, toute la dimension entre la gestion du stress. Il y a quelque chose vraiment à préserver, sur lequel il faut faire le focus, qui est pour vous le plus prégnant. Sur ces 4 options, qu'est-ce que ce serait? Donc, on a sommeil, motivation, sport et stress. Donc, pour le moment, ce qui ressort, on est plutôt sur le sommeil, dormir. Sachant qu'elles ne sont pas exclusives, évidemment, et on demande juste d'avoir une indication de très loin. Voilà. Mais on a vraiment là, qui se démarque complètement, c'est le sommeil. J'ai l'impression que sur le sport, on peut faire l'impasse. On n'a pas une équipe de sportifs face à nous aujourd'hui. Plutôt des gens qui sont intéressés par tout ce qui est couette, matelas, oreiller. C'est le 1 qui dépasse tout, donc c'est le sommeil. Alors, par rapport à ça, et ben en fait, vous avez complètement raison. En top, on a un triptyque qui est sommeil, stress, émotion, je vais le mettre dans le même panier, et motivation. Quand on est fatigué, on stresse plus. On est plus labile au niveau de ses émotions. Et du coup, sur le long terme, on va se démotiver. Parce que forcément, on est tous des êtres humains qui ne sont pas trop maso et qui, quand ils sont dans leur zone d'inconfort de manière trop durable, et ben, on baisse les bras au bout d'un moment. Et en fait, ce cercle vicieux comme ça, présenté comme ça, peut être remis en route à partir du sommeil. Il existe aujourd'hui des TCCI, des thérapies cognitives et comportementales insomnie, qui permettent en fait aux gens, quand ils sont un peu dans la zone rouge, par des gestes simples du quotidien, en fait, revoir ses habitudes, faire des respirations, se relaxer, qui leur permet en fait de retrouver le contrôle en 7 jours, 7 nuits, 1 semaine, 2 semaines à peu près, et de reprendre la main sur leur performance, leur sentiment de maîtrise, l'efficacité pendant diurne, donc dans la journée. Et en fait, tout part du sommeil. Si on dort mal, on déclenche beaucoup de choses qui ne sont pas top, quoi. Donc, inéluctable, effectivement. On n'a pas parlé de l'alimentation, là. Est-ce que c'est un autre facteur dont on parle beaucoup aussi, quelle importance par rapport au sommeil Alors, l'alimentation, elle a de l'importance par rapport au sommeil. L'alimentation, c'est plus un frein pour tout ce qui est sport et sommeil. On voit bien que quand on mange une choucroute suivie d'une fondue savoyarde le soir, c'est un peu plus dur pour s'endormir. Et surtout, on dit souvent qu'il faut manger léger le soir. Donc léger, les gens, ils entendent salade, soupe, souvent. Et en fait, c'est une erreur. Il faut manger léger, oui, mais avec des féculents, du pain, du riz, des pâtes, parce que pendant 7 ou 8 heures ou 10 heures, selon le temps de votre sommeil, vous allez rentrer en hypoglycémie, puisque vous ne réalimentez pas, puisque vous êtes en sommeil. Et le matin, quand vous vous réveillez, vous avez déjà l'organisme qui est déjà fatigué. Donc, démarrer votre journée comme ça, c'est super dur. Donc, manger léger, oui, mais consistant. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Et du coup, ça contribue quand même à être dans un cercle vertueux pour démarrer sa journée en pleine forme. Alors, est-ce que les techniques d'optimisation du potentiel, ça consiste finalement, c'est ça, à acquérir des techniques
quotidiennes sur lesquelles j'imagine il faut un tout petit peu pratiquer. Et puis dans quel autre domaine? Tu nous as parlé du sommeil, de la nourriture. C'est quoi exactement les TOP? Ça comprend quoi? On a compris le triptyque, Ouais. mais comment ça marche? Alors, les TOP, c'est des techniques, donc techniques d'optimisation du potentiel. Ça a été inventé il y a 30 ans par le docteur Edith Perrault-Pierre, qui est médecin du sport et des armées. Donc, en fait, ça marche de manière terrain. Ça a été validé par le terrain par l'armée française, les pompiers, le GIGN, les soignants pendant la crise Covid. Et ça a été validé scientifiquement par des études, des tests scientifiques, etc., qui valident le fait qu'il y a de l'impact sur la performance individuelle et la performance collective. L'idée, c'est tenir et durer dans le respect de ses ressources. C'est-à-dire qu'on peut aller très loin sans se cramer, c'est tout à fait possible. Et en fait, ça permet aux gens d'acquérir des outils très simples basés sur 4 piliers: la respiration, la relaxation, l'imagerie mentale et le dialogue interne. Donc c'est génial, on est tous nés avec ça en kit, on est arrivé sur Terre avec ça. Et en fait, le parti pris d'Edith Perrault-Pierre, ça a été de dire la préparation mentale, c'était accessible pendant plusieurs années à une élite. Et en fait, depuis 30 ans, elle le rend accessible à tout le monde. Alors, je ne reprends pas la chanson de 3 à 77 ans, mais Edith, elle dit c'est de 3 à 100 ans. Et c'est vrai, c'est tellement personnalisable que tout le monde peut se les approprier. Et surtout, on est sur de l'efficacité opérationnelle. Vous imaginez bien qu'au combat, on ne va pas prendre son téléphone. Alors, Petit Bambou, c'est très bien, c'est très très bien. Mais au combat, Petit Bambou, je demande à voir si les militaires du Mali avaient Petit Bambou au combat. Ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là, vous les avez en vous, vous n'avez besoin de rien, ni matériel, ni personne à côté de vous. Vous les apprenez, vous les utilisez, ça devient des réflexes, et le jour où vous en avez besoin, ben, vous êtes autonome dans la gestion de ça. Donc du coup, ça crée une confiance en soi qui permet de se dire, même dans la difficulté et l'adversité, j'arrive à faire face. Et tu nous as parlé de 4 piliers, tu peux les reprendre peut-être doucement Oui. pour nous les... Alors, les 4 piliers, c'est la respiration. On est soit sur la respiration apaisante, relaxante ou dynamisante, respiration qui n'est pas très connue. Je vous parlais justement de 17h, vous êtes au bureau, ben, utilisez cette respiration dynamisante pour réoxygéner votre cerveau, refocaliser votre attention. La relaxation, on a plusieurs types de relaxation, on en a 6 en top. Chacune correspond à tout le monde. Alors, les seuls cas où ça ne marche pas, c'est quand on a une maladie psychiatrique. Je pense que ça va aller. Et l'autre cas où ça ne marche pas, c'est quand on est déjà en dépression ou en burn-out. Et ça, c'est un bon indicateur. Pendant la crise Covid, on a préservé beaucoup de soignants du burn-out et du suicide parce qu'ils pressentaient déjà, ils disaient, je n'arrive plus à me relaxer, je n'arrive plus à me détendre. Et là, on les a envoyés se soigner. Et je pense qu'on les a préservés d'eux-mêmes. Oui, on n'est pas dans du soin, hein, c'est ça, on n'est pas dans du curatif, on est dans la pédagogie et de la prévention. Il faut, tout à fait. bien voir, il y a un domaine après qui est plus celui des tops, quelque part, qui est vraiment celui du soin. C'est ça, et nous on transfère, on lâche là et on transfère aux personnes qui savent. L'imagerie mentale, c'est tout ce qui est visuel, auditif, kinesthésique, le toucher, l'odorat, le goût. C'est-à-dire que quand vous avez des souvenirs d'enfance, quand vous avez peut-être appris à faire du vélo ou votre premier gâteau d'anniversaire, et ben c'est tout ce qui est sensoriel. Et en fait, on peut se projeter soit dans le passé, soit dans le futur. Une réunion importante, un projet important, on peut se visualiser en train de faire, en train de réussir, en train de prendre du plaisir dans l'action, même si c'est compliqué. Ça, c'est l'imagerie mentale. Et le dialogue interne, c'est compliqué parce que on a des études qui ont montré qu'à l'âge de 18 ans, un enfant qui a grandi dans une famille fonctionnelle, il a entendu plus de 400 000 fois « Non, ne fais pas comme ça, c'est pas comme ça, on fait autrement, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas ». Et donc, en fait, le dialogue interne, c'est la manière dont on se parle, qui est souvent très dépréciative. Et en fait, on peut changer ce dialogue interne en dialogue interne positif pour changer un peu comment on aborde les choses, en fait. Et alors, concrètement, dans ces 4 dimensions-là, comment on fait? Voilà, je suis un manager, je suis un dirigeant, j'ai des réunions importantes, j'ai des enjeux, j'ai des situations un peu difficiles, j'ai pas beaucoup de temps. Comment j'apprends? Parce qu'on parle de visualisation, on parle de dialogue intérieur. Je commence par quoi demain, quoi? Et ben en fait, nous, on est sur 3 temps, avant, pendant, après. Avant la journée, je me prépare. Pendant la journée, je suis soumise à des stimuli qui ne vont pas forcément être agréables, donc je me régule pendant. Et après, je récupère. Aujourd'hui, la société, elle est concentrée sur je récupère. Oui, mais c'est pas grave, ce soir, j'ai ça. Oui, mais c'est pas grave, ce week-end, j'ai ça. En fait, il faut voir les tops comme, vous connaissez l'expression la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, toute la journée, vous avez l'eau qui monte. Et en fait, les tops, c'est je prends un godet et je vire l'eau. Je l'enlève petit à petit pour que ça ne déborde pas, pour que vous ne vous sentiez pas oppressé, dépassé. Et en fait, le seul moyen véritablement de vider le vase, c'est de bien dormir. Or, on le sait, vous ne dormez pas. Le sommeil, c'est vraiment le point qui est revenu. C'est parce que vous ne dormez pas forcément bien et pas forcément suffisamment pour être sûr que vous videz correctement le vase. Donc, du coup, on va rajouter des tops.
des TOP, donc on apprend en formation à utiliser ces outils. Les TOP, en fait, la formation, c'est 10% de théorie, pour savoir un peu comment marche le sommeil, le stress, etc. Et 90% de pratique. Donc la pratique, j'ai besoin d'un coach, comme en sport, ou est-ce que je suis capable assez vite d'être autonome et de commencer à progresser par moi-même ou... La formation, c'est 3 jours. D'accord. En 2+1, donc 2 jours où un peu de théorie, on pratique, on pratique, on pratique. Le 3e jour est à 21 jours de distance entre J2 et J3. 21 jours, pourquoi? Parce que c'est le changement d'habitude. On change une habitude chez enfant comme adulte en 21 jours. Pendant 21 jours, la personne pratique dans son quotidien et à J3, on revoit, on personnalise. Et souvent, les gens nous font des retours d'expérience. Ils nous disent oui, alors j'ai utilisé tel outil dans telle situation, j'ai vu que ça marchait très bien, ok, gardez ça dans votre poche. Ou des fois, ils nous disent oui, j'ai utilisé tel outil et ça n'a pas été complètement efficace. Et là, nous, on va affiner, on va lui dire ok, comment tu as utilisé, pourquoi, et on va lui permettre d'optimiser à mort l'outil à fond au maximum pour que après il soit tranquille, il n'ait plus besoin de moi, autonomie, et qu'il puisse l'utiliser tranquillement sans personne. Donc, ce que j'entends, c'est qu'avec 3 jours et 21 jours derrière, donc dans des temps relativement courts et finalement avec une méthode assez rapide, je peux vraiment progresser sur ma performance individuelle. Et quel type d'entreprise est ouvert à ça? Avec quel type de public tu travailles principalement et de qui tu adresses? Alors, moi, je travaille beaucoup, c'est tout type d'entreprise. On a beaucoup d'entreprises du CAC 40, des grandes PME, des TPE. En fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Nous, on forme, alors ça nous est arrivé de former des personnes qui vont travailler en 3-8, notamment, ou en 2-8, parce que bon, là, les sujets de sommeil, de vigilance sont importants. On a aussi des responsables, des dirigeants, des managers qui ont, en plus de leur périmètre de responsabilité, sont souvent soumis à une pollution émotionnelle, donc il va falloir gérer ça aussi. On a également des salariés qui sont désireux d'optimiser leur journée, leurs compétences, et puis surtout d'être plus à plat, quoi. C'est-à-dire, fin de journée, c'est bien d'avoir travaillé, c'est très très bien, mais quand on n'a plus l'énergie pour jouer avec ses enfants, qu'on s'énerve, qu'on n'a plus l'énergie de chausser les chaussures pour aller faire un peu de sport, c'est qu'on n'est pas complètement équilibré. Et du coup, libérer du temps et de l'énergie pour soi, c'est important. Et dans les entreprises que tu vois, parce que tu parlais tout à l'heure de faire évoluer conjointement l'individu, sa prise de conscience, et aussi les organisations pour accompagner ça. Est-ce qu'on est, si je suis un peu caricatural, un peu dans l'action marketing, voilà, on vous offre des séances de sport, on vous offre des tops, des séances de top, ou est-ce que tu vois du coup des éléments d'organisation qui en même temps évoluent, par exemple dans la gestion des horaires, dans l'organisation du travail? Est-ce que tu as quelques témoignages ou expériences autour de ça? Alors nous, quand on intervient en entreprise, on a soit on design quelque chose de très personnalisé selon les objectifs et les besoins, soit on a toute la formation initiale top qui recouvre tout. On a plus de 30 outils dans les top, donc on délivre les 30 outils aux équipes. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on mesure. On mesure l'état de stress, on mesure l'état de fatigue par des études, des échelles scientifiques avant et après les J3. Souvent, là, ce qu'on constate, c'est qu'on a une vraie amélioration de plus de 50%. Donc ça, déjà, c'est énorme. Et ça, les gens se disent « Ah ouais, quand même !» Bah oui, quand même. Donc et là, on rentre dans le langage de l'entreprise puisqu'on mesure. Oui, oui. Et on parle de performance. C'est ça. Et puis l'individu le ressent parce qu'il il a l'impression de moins prendre la vague dans la tête, mais plus de surfer dessus. Alors ça n'empêche pas d'avoir des moments durs, hein. Je veux dire, il y aura toujours des moments durs dans la vie, il y aura toujours des décès, de la maladie, des choses difficiles à gérer. Ça n'empêche pas de prendre des trucs durs dans la vie, mais ça permet de rebondir plus facilement, d'aller chercher, d'épuiser des ressources en soi pour tenir, et alors nous on dit souvent tenir et durer, avancer. Donc ça, c'est le premier point, les mesures. Et le deuxième point, c'est que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais été rappelé. Alors ça, c'est un business model qu'on m'a souvent reproché à moi et Edith. C'est qu'on nous dit souvent, ouais, il faudrait faire du cross-sell, de l'upsell, que les gens reviennent consommer. Mais nous, c'est pas bon. Si les gens viennent reconsommer chez nous, c'est qu'on a échoué, parce qu'on cherche l'autonomie. Donc souvent, les entreprises refont appel à nous pour des semaines QVT, pour d'autres populations, d'autres catégories. Parfois, ça a été manager de tel domaine, salarié de tel domaine, telle unité, telle filiale, etc. Mais globalement, une fois que les gens ont acquis l'outil, ils roulent tout seuls. Après, nous, on est toujours disponible pour répondre à leurs questions, aux besoins. Mais en général, ça roule tout seul, ça marche tout seul.
Et est-ce que oui, on l'a dit un petit peu, tu sens un intérêt croissant pourquoi c'est si peu connu finalement? Est-ce que c'est encore des domaines un peu tabous? Est-ce que, à la fois pour l'individu et pour l'entreprise, finalement, voilà, on laisse un peu tomber, on n'y croit pas vraiment? Quels sont les freins en fait? Parce que j'entends une méthode facile à utiliser, à la portée de tous, qui améliore en plus de façon mesurée la performance. Pourquoi tout le monde n'est pas aujourd'hui voilà, consommateur, j'allais dire, de top? Alors, je pense qu'on a beaucoup de freins. Déjà, il y a cette posture pour certaines organisations ou individus. Certains pensent que c'est du ressort de l'individu. C'est toi, individu, d'aller te former. Nous, il y a des individus qui attendent que l'organisation leur mette en place tout ça. Donc, du coup, il y a une sorte d'attentisme. Mais qui fait quoi? Et en attendant qui fait quoi, en attendant de savoir qui fait quoi, personne ne fait rien. Du coup, c'est un bon frein. Après, sur l'aspect prise en main, et ben en fait, c'est responsabilisant pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment, souvent, on a tendance à voir que quand on est en burn-out, quand on est fatigué, oui, mais c'est parce que mon entreprise, elle me met dans cette situation. Peut-être, peut-être, mais tu as aussi des moyens d'éviter ça. Et ces moyens, ça peut être la formation, ça peut être de t'approprier des outils. Et ça, l'organisation peut te soutenir là-dedans. Donc, il y a responsable mais pas coupable. Donc du coup, on en sort de ça quand même. Hein. Je veux dire, la crise Covid a vraiment fait prendre conscience que c'est biparti. Enfin, moi, j'ai toujours été dans co-évolution, co-construction. On est dans la co-responsabilisation organisationnelle et individuelle. Si l'individu veut amener ça tout seul, ça ne marchera pas. Si l'organisation veut faire ça seule, ça ne marchera pas. Il y a un moment, c'est des deux côtés. On vous apporte ça. Est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que vous en ressentez le besoin? À quel moment? Est-ce que c'est utile? Oui, on y va. Et puis la responsabilisation, ce que j'entends aussi, ce qui me semble en creux dans ce que tu as dit, c'est que moi, individu, ok, je m'embarque, mais tu ne me donnes pas des recettes clés en main qui font qu'automatiquement, j'ai besoin aussi de m'entraîner, j'allais dire, d'avoir un peu quand même de persévérance, d'avoir un peu d'exigence aussi vis-à-vis de moi-même. Et donc, même si c'est 21 jours plus la suite, ça demande un effort quand même. Or, on est un peu parfois dans une consommation de j'attends voilà, qu'on me donne la solution et je la mets en place. Donc, on est bien sur une responsabilisation aussi de l'effort quelque part. On est sur une méthode qui oriente vers l'action. On n'est pas sur... alors, souvent, c'est comparé, parce qu'on parle de relaxation, à la méditation, au yoga. C'est différent dans la mesure où les tops sont... je vais reprendre une expression qu'utilise le docteur Edith Peropierre. C'est le coup de pied dans le derrière. C'est-à-dire, on se met dans l'action. On est toujours en mouvement. Oui, c'est dur, mais on avance toujours. C'est un peu comme quand on est en forêt sur son vélo. Il y a beaucoup de boue. Le seul moyen de ne pas s'enliser, c'est toujours pédaler. Même si on pédale un tout petit peu, c'est pas grave. Il faut toujours être dans l'action, dans le mouvement. Et ça permet du coup de sortir la tête de l'eau. Les tops, ça met dans l'action. C'est pas opérationnel pour rien. C'est pas pour rien que l'armée l'utilise. On est vraiment dans l'action à la fois de l'individu et de l'organisation. On sait que quand on bouge plus, c'est compliqué quand même. C'était ma question de différence justement avec voilà, méditation, yoga, dont on parle beaucoup actuellement. Donc là, c'est presque un outil embarqué quelque part. Ouais, je rentre dans ma réunion, bah, ça y est, je me suis préparé en 5 minutes Exactement. dans l'ascenseur. Donc c'est du pratico-pratique bah, avec une très haute valeur ajoutée de performance. Si moi je fais l'effort de pouvoir me l'approprier, c'est un peu ça. Alors après, nous, on fonctionne en ce qu'on appelle le FEA, formation, entraînement, application. Et ça, alors il y en a qui restent au stade formation, donc derrière ça ne suit pas. Alors en général c'est rare, mais formation, entraînement, donc l'entraînement 21 jours. Et application, c'est dès que je suis en situation, j'applique. Alors je n'attends pas d'être submergée pour appliquer. C'est-à-dire que je sens que ça monte, j'applique tout de suite. Comme ça, je ne suis jamais dans ma zone rouge. Il y a Quentin Fillon-Maillet qui a fait une interview il n'y a pas très longtemps, donc qui a gagné beaucoup de médailles au JO. Et en fait, on lui a posé la question, les journalistes lui ont posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on arrive comme ça dans les patins, en fait, dans les skis de Martin Fourcade et d'un seul coup on se révèle? En fait, la différence, c'est qu'il a fait un stage au GIGN. Et qu'est-ce qu'on le GIGN? Ils ont les tops. Et en fait, il a récupéré ces outils-là. Alors, il en avait d'autres des outils, parce qu'il y a plein d'outils de préparation mentale. Mais c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'il a trouvé un outil de préparation mentale qui le remettait dans l'action. Donc... bah voilà, si on veut tous être des Quentin Fillon-Maillet demain, on n'a plus qu'à. Tous être des champions de soi-même. Est-ce qu'on laisse un petit peu de temps questions-réponses, Fanny, en termes de timing ou commentaires d'ailleurs? On peut avoir des commentaires dans le fil du chat. Hein, donc, si vous avez là des réactions, des questions par rapport à ce que vient de nous exposer Jennifer, c'est le moment. Le chat est à vous, la parole est à vous.
Je pense que l'objectif, c'était pas effectivement de rester dans la plainte et dans le constat qu'on voit tous, hein, des difficultés individuelles, alors avec quand même aussi de fabuleuses choses qui ont été mises en place pendant notamment le Covid autour du CARE, des managers qui ont commencé à s'intéresser effectivement à la situation particulière de leurs collaborateurs. Donc je trouve qu'aujourd'hui, vous proposez l'idée qu'il y a des techniques, il y a des outils qui existent, il y a des méthodes qui existent, qui sont simples et qui peuvent du coup méthodologiser un petit peu ça, en tout cas aider un peu à cette prise de conscience. On a peut-être la bonne fenêtre là, hein, pour progresser sur cette. Oui, puis la manière dont on les installe aussi dans le temps, qu'elles ne soient pas juste voilà, sur ces problématiques autour du CARE associées à de crise, au Covid, etc., mais dans la continuité de notre organisation. Pas de réaction particulière. Dans le chat, pas de questions. Alors, moi j'en ai une du coup pour continuer à te mettre à sollicitation. Tu peux nous donner un petit exemple tu parlais des respirations par exemple. Il y a donc plusieurs types de respiration. Tu peux nous creuser un petit peu juste ce point-là, parce que c'est quelque chose finalement qui nous concerne tous, on respire tous, hein, me semble-t-il. Ouais. On n'a pas forcément pris conscience de la façon dont on respire, de ce que ça peut amener, etc. Tu peux creuser un petit peu ça, ouais, très concret du coup. La respiration, en fait, on respire très mal. Normalement, on est sur 3 étages respiratoires, le ventre, le thorax et les épaules. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, alors surtout les femmes, parce que c'est culturel, on respire sur un étage, les hommes à peu près 2 étages, mais on respire jamais sur la totalité. Or, le meilleur moyen de se réguler quand on est en hypovigilance, donc fatigue, démotivation, hypostress, parce que ça arrive, on parle souvent d'hyperstress, mais l'hypostress, c'est quand je suis pas motivée. Et quand je suis en hyper, il y a moyen aussi d'utiliser des respirations. En hyper, souvent, on sait qu'il faut respirer longtemps, de manière ample, etc. Donc ça s'appelle des respirations apaisantes. Les respirations apaisantes, c'est je suis un peu up, je suis un peu en hyper, et j'ai besoin de revenir dans ma zone d'activation optimale pour bien fonctionner, pour être toujours en concentration, en vigilance et dans l'action. Après, vous avez d'autres respirations qui s'appellent les respirations relaxantes, qui permettent, quand par exemple vous avez une grosse journée, vous n'arrivez pas à vous endormir, et ben vous passez de très haut à très très bas très vite pour permettre l'endormissement plus facile. La différence entre les deux, c'est 3. En fait, une respiration apaisante, c'est 3 temps de respiration. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Là, on est sur l'apaisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un imbécile, vous êtes au volant, vous avez un imbécile qui vous coupe la route, un stop, un feu rouge, vous utilisez une respiration apaisante pour éviter le suraccident, pour juste calmer et rester focalisé. Quand vous êtes chez vous, il y a une casserole qui explose. Vous pouvez utiliser une respiration relaxante pour descendre plus vite, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de vigilance à ce moment-là, puisque vous êtes à la maison. Ensuite, quand il est 17h, vendredi soir, et que vous avez besoin de rester focalisé sur votre travail, vous utilisez ce qu'on appelle des respirations dynamisantes. C'est des inspirations et des expirations qui sont très rapides, qui permettent d'hyperoxygéner le cerveau, pour trouver des solutions, retrouver un champ visuel élargi de 130 degrés, et surtout remettre en action tout le corps, en fait, réoxygéner les muscles pour remettre l'individu dans l'action. Et une fois qu'on a fait ces respirations-là, on le sait, scientifiquement, ça a été prouvé, on est reparti sur un cycle de 90 minutes pour continuer à être performant, en fait. D'accord. Donc des techniques finalement assez simples qui aussi finalement m'aident à mieux me connaître. Oui, tout à fait. À mieux aussi percevoir les signaux que me donne mon corps, de fatigue, et en plus d'avoir les solutions pour pouvoir les réguler. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a quelques réactions dans le chat. Habituellement, nous avons un immense écran qui me permet de lire les réactions. Et là, j'ai un tout petit écran et certainement une mauvaise vue. Et donc, je ne peux pas les lire. Mais nous avons Sofiane. Je m'en occupe avec plaisir. Une question de Sandrine. Est-ce que la cohérence cardiaque rentre dans ce principe? Alors, la cohérence cardiaque ne rentre pas dans ce principe. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça marche très très bien. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît la cohérence cardiaque. Déjà, la cohérence cardiaque, c'est de réduire sa fréquence respiratoire sur un temps donné. Par exemple, 1 minute, on est à 12 fréquences respiratoires, on va descendre à 6, par exemple. Ce qui permet de poser le cœur, de poser le rythme cardio-respiratoire et de poser le cerveau. Ça marche très bien quand on est en situation calme et à la maison, généralement. Le problème de la cohérence cardiaque qui a été révélé par les scientifiques, c'est quand on est en situation de stress opérationnel, dans un contexte qui n'est pas forcément protecteur, qui peut être le travail en clientèle, face à des gens un peu agressifs, et ben, la cohérence cardiaque ne marche pas. Et va même créer une frustration plus importante parce que les gens vont la mettre en place, ils vont voir que ça ne marche pas, ils vont paniquer, ils vont se sentir nuls, ils vont se dire « je suis nul, j'arrive pas à m'en sortir » et du coup, ça déprécie la confiance en soi.
Donc du coup, la cohérence cardiaque, elle marche très très bien en entraînement à la maison. En situation opérationnelle, on va plus utiliser les techniques d'optimisation du potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la cohérence cardiaque. Non, non, non. Continue. C'est des bonnes clés d'entrée pour les tops. Ça marche très bien. Deuxième question de Stéphane, un peu plus longue. Comment, dans la performance collective et individuelle, on peut reconnaître que ce temps de reconnexion à soi, aux autres, soit reconnu comme une compétence collective au niveau de l'organisation? Alors ça, souvent, ça passe par de la formation collective. Quand je parlais des parties prenantes, souvent, en fait, ce qui est intéressant sur ces formations-là, c'est que tout le monde peut y aller. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des formations de force de vente, uniquement force de vente. On est vraiment sur des formations où même les responsables, même les RH peuvent se former pour comprendre comment ça marche. Et en fait, à force, c'est une culture collective où on admet, par exemple, qu'avant de démarrer une réunion, on peut se synchroniser tous ensemble pour démarrer sa réunion. On admet aussi qu'on peut faire une météo top juste avant une prise de décision collective importante, qui va durer 30 secondes pour tout le monde. Et du coup, on peut parler de sa météo top. Ouais, là, physiquement, je suis pas au max. Oui, là, mentalement, je suis bien. Émotionnellement, ça va. Corporellement. Et en fait, ça permet quoi? Ça permet aussi d'accepter que l'individu peut dire « je suis pas toujours au maximum ». Alors, c'est vrai qu'on l'accepte mieux dans le milieu, dans des milieux qu'on appelle les HRO, les High Reliability Organizations, où on sait que l'armée, s'il y a un maillon défaillant, ben, toute l'unité s'écroule. Mais néanmoins, c'est quand même important de savoir, en tant que manager, comment monitorer un peu l'état des équipes. Ce que j'entends, c'est que c'est aussi un super outil d'inclusion. Parce qu'on peut mélanger des niveaux hiérarchiques, Ouais, des profils, on est tous finalement au même niveau d'égalité par rapport à ça. Donc je suis dirigeant, je peux faire avec mon collaborateur, et quand on parle de casser les silos dans les organisations, on a peut-être là une opportunité, un vrai sujet de créer de la cohésion, et puis comme tu dis, de se le rappeler au collectif. Donc on monte au niveau collectif. Est-ce que tu vois des organisations, alors on va parler de l'armée évidemment, mais des entreprises qui commencent à faire finalement cette démarche une vraie arme collective et un vrai positionnement distinctif, y compris même en attraction de talent? Oui, on a des entreprises qui nous ont contactés où déjà ça a libéré, en fait, le fait que les managers se forment aussi, et ben, les salariés acceptent parfois de dire là, je suis pas au top. Donc, je vais faire en sorte d'être au top, mais sache que là, en ce moment, je ne suis pas dans ma zone d'activation optimale. Et en fait, les managers eux-mêmes, quand on fait une météo top tous ensemble, les managers eux-mêmes peuvent le dire. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait que le manager, c'est un être humain, en fait. Et que du coup, on n'est pas tous au top tout le temps. Et c'est OK, c'est pas grave. L'important, c'est que tout le monde ne soit pas appelé en même temps, surtout. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais compter sur ça, sur les forces de chacun, et je vais moduler mes demandes en fonction d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais j'ai quelque chose d'urgent à demander, je vais te le demander quand même, mais tu as des moyens de réguler derrière et de récupérer pour ne pas être complètement à plat. Donc ça, c'est le premier point. Et je crois que tu avais une deuxième... Non, c'était l'inclusion sur les niveaux hiérarchiques, effectivement, et la possibilité de parler de ses défaillances ou de ses faiblesses. Et moi, ça fait beaucoup d'écho avec des dispositifs que j'ai eu dans le monde du sport, où on avait des tableaux de bord de l'énergie du collectif, où on travaillait sur les complémentarités du jour, parce que les énergies étaient... Et je suis toujours frappé de voir la pléthore de tableaux de bord, de suivi d'activités qu'on a, et jamais on parle de notre énergie individuelle et surtout collective. Et donc, voilà, je pense que là, il y a un domaine de performance et d'investigation qui est énorme pour toutes les organisations. Alors, d'autres réactions de la part de Maxime qui nous dit « Le manager est un être humain ?» point d'interrogation. Et nous avons l'intelligence artificielle, pas encore. Oui, tout à fait. Et donc, on a aussi Maxime qui souhaite intervenir. Non, je voulais juste compléter. Non, mais je trouvais la phrase très bien de dire au final, on montre que le manager est un être humain et c'est très bien de pouvoir mixer les niveaux hiérarchiques, j'ai envie de dire, dans ces séances. Ça permet de remettre tout le monde sur un pied d'égalité face à effectivement des questions d'énervement, d'émotion qu'on peut avoir. Voilà. Et Christine qui dit également d'où l'importance des météos en début de meeting et atelier. Oui, tout à fait. Et je pense que le télétravail et la pandémie a appris aussi à mettre en place ces rituels, aussi ce souci de l'autre. Donc on est peut-être heureusement en train de progresser, malheureusement à cause de crises extérieures et d'événements extérieurs, mais tant mieux si ça nous fait bouger en tout cas.
restera donc sur cette note optimiste pour la suite. Il faut. Hein, sur le fait que voilà, cette nouvelle prise de conscience du soi et du tiers peut avoir un vrai impact. Merci en tout cas, Jennifer, pour ton partage, hein, Thierry, pour tes questions, tes relances. Et puis merci à vous d'avoir suivi ce 5e et donc dernier épisode thématique de cette web-série, puisqu'on arrive à la fin de notre saison 1, qui se clôturera en mai par un épisode final. On aura normalement tous nos experts qui seront avec nous, autour de nous, pour partager ensemble et boucler la boucle sur cette question du retour vers le futur du travail. Donc, on espère pouvoir vous retrouver nombreux et nombreuses à cette occasion-là. On vous enverra bientôt toutes les informations sur cet événement. Et puis, on vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Profitez de ce petit temps de pause, peut-être pour respirer, vous relaxer, dormir, manger. En tout cas, faire tout ce qu'il faut pour retrouver cet équilibre. Et puis, encore merci pour votre participation. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée.